Excellence, quelles sont les grandes forces en présence pour ces élections de 25 octobre 2025? Toi, tu as vu de grandes manœuvres de l'opposition qui va frapper un grand coup. Mais ivoirienne, c'est comme les oppositions dans certains pays que nous connaissons. C'est des rassemblements opportunistes, occasionnels. Toi et moi, on fait une alliance juste parce que nous deux, on ne veut pas sa tête. Ce n'est pas parce que nous avons les mêmes convictions, nous partageons les mêmes projets ou les mêmes programmes, mais juste parce que sa tête ne nous plaît pas. Allez, on devient allié politique. On ne fait pas la politique avec les émotions. L'opposition ivoirienne fait ce que je dis, ce qu'on a vu dans d'autres pays. Quand on dit élection arrive, tout le monde est devenu allié de tout le monde parce qu'en face, on a quelqu'un dont nous partageons la haine. On ne l'aime pas. Donc, comme on ne l'aime pas, on doit se mettre ensemble pour le... Ok. L'opposition ivoirienne aujourd'hui. Mais moi, quand je regarde ça, ça me fait pitié. Et je me dis, mais si j'étais Ouattara, le président Ouattara, je suis tranquille. Ils sont tellement émiettés, ce qui mathématiquement peut mettre mon parti, moi-même mon parti ou mon candidat en danger. Donc les grandes manœuvres dont tu parles, qui font partie de ces grandes manœuvres, il faut les regarder. Ce ne sont pas les plus forts, ce ne sont pas les plus structurés, les plus implantés. Pourquoi? Pas grand-chose. Soyons réalistes. C'est vrai, Blé Goudé, il est connu. C'est vrai, Guillaume Soro, il est connu. C'est vrai, Madame Gbagbo, elle est connue. Mais ils n'ont pas le poids pour inquiéter quelqu'un. Donc pour moi, les grandes manœuvres là, c'est une façon d'émietter encore l'opposition ivoirienne pour faire un boulevard à Alassane Ouattara. Oui, vous parlez d'émiettement, mais elle n'est pas en train, l'opposition, de corriger cet art avec la nouvelle coalition CAP Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance. La coalition pèse quoi? On a vu des coalitions à part. Oui, quand tu prends les vendeurs de poulets associés aux bouchers du quartier, machin, qui font coalition, ça ne donne rien. Oui, mais c'est une coalition quand même autour du PDCI qui est une grande force politique en Côte d'Ivoire. Attends, le PDCI aujourd'hui, on est en train de mettre les bâtons dans les roues du candidat du PDCI, en l'occurrence M. Tidjane Thiam. Donc, moi, je suis pour les coalitions si elles sont réfléchies et elles peuvent constituer vraiment un danger pour celui que nous combattons. Mais à partir du moment où ça ne constitue pas un danger, ce n'est pas la peine de perdre sa salive pour rien. Non, je pense qu'on ne va pas préjuger quand même des perspectives à venir. Je pense que le principe de s'unir est un principe louable, parce que c'est l'union qui fait la force. C'est vrai que quand on regarde un peu l'état d'esprit de ceux-là qui se mettent ensemble aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est un attelage non bien construit. Parce qu'en réalité, on devait s'unir au cours de la cause commune. Vous voyez? Parce qu'en fait, les leaders en Afrique sont dans des calculs partisans. Ils sont en train de calculer la possibilité pour eux d'avoir une portion de pouvoir, puisqu'en fait, le pouvoir finalement est considéré comme un gâteau qu'on se partage. Et donc, si on n'est pas sûr d'accéder pleinement dans le fauteuil présidentiel, au moins si on aide quelqu'un à accéder à ce pouvoir-là, on peut avoir une portion de pouvoir. Malheureusement, cette façon de voir les choses biaise un peu la dynamique qui doit pouvoir être instaurée et qui constitue véritablement une force. J'ai dit au départ ici que la force d'un parti politique ne peut se construire qu'à partir du travail de terrain donc qu'il effectue. J'espère tout simplement que le leadership de Tidjane Thiam pourrait donner quelque chose de probant, parce qu'en réalité, Tidjane Thiam, quand même, c'est quelqu'un qu'on connaît de par son parcours, de par son efficacité, de par sa capacité à éveiller les consciences, à élever les gens, en tout cas dans le domaine des finances, de l'économie, etc. Je pense qu'il a les moyens politiques et qu'il puisse faire en sorte que tous ceux qui ont des ambitions partisanes puissent y renoncer d'abord et comprendre aujourd'hui est de pouvoir avoir un leader qui puisse se consacrer véritablement à la construction de ce pays-là. C'est vrai, le président Ouattara a fait ce qu'il pouvait. Il a construit des ponts, des infrastructures, etc. Mais il se trouve qu'en fait, sur le plan de l'épanouissement même du citoyen, sur le plan de la création
d'un creuset commun, d'une nation, il y a beaucoup de faiblesses. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je pense que celui-là qui doit pouvoir émerger à la suite de ces élections-là doit être un vrai leader. Celui-là qui se consacre véritablement à valoriser le potentiel endogène ivoirien. De sorte qu'au bout du compte, la Côte d'Ivoire déjà, qui a déjà l'aura de la première économie de l'espace UEMOA et qui a donc un potentiel assez remarquable, puisse être capitalisé. Vous voyez? Si ce n'est pas le cas, et si on est encore dans les querelles partisanes, dans des calculs où on fuit la compétition en éliminant malheureusement des candidats de poids avec des subterfuges et des méthodes que je trouve quand même malhonnêtes, à la limite même lâches, ce n'est pas de nature à apaiser le climat politique ivoirien, ce n'est non plus de nature à rassurer le peuple qui a déjà subi beaucoup de préjudices à cause des errements des leaders politiques. Mais bon, la question qui me vient à l'esprit, comment se fait-il que le premier appel à la coalition de l'opposition n'a pas encore fonctionné? C'était Laurent Gbagbo qui avait lancé cet appel. Pourquoi, parallèlement à cette annonce, une autre coalition s'est formée? Mais je dis, il y a l'émiettement des intentions, tout est opportunisme, il n'y a aucune conviction. Sinon, s'il y avait conviction, et les gens vivent en Côte d'Ivoire, ils connaissent le pays, moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais ce que je vois de loin, mathématiquement la question que les acteurs politiques doivent se poser, lequel d'entre nous, si nous le positionnons, a des chances de battre le candidat du pouvoir? Mais ils ne se posent pas cette question. Tout le monde croit que lui peut gagner. Alors que le pouvoir aussi a des faiblesses. Depuis quelques années, le pouvoir a commencé à faire du vide. C'est-à-dire que ceux qui sont potentiellement en mesure d'être élus président, mais on les a dégagés un à un, on fait du vide. Et on ne l'a pas dit, mais on sait à peu près pour qui on est en train de créer ce vide. Mais il y avait des arguments en or pour l'opposition de se rassembler, de s'entendre sur un programme, de s'entendre sur un candidat du pouvoir. Mais on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Moi, je ne suis pas un suppôt du président Ouattara, mais quand tu observes, je te dis qu'on a déjà vu ça dans certains pays. Les rassemblements opportunistes à la veille des élections, les gens qui font le plus la gueule, c'est dans l'espoir qu'on monte les enchères pour eux. Des dessous de table, un bon catholique du dimanche se transforme en imam du quartier avec un chapeau bizarre et une robe blanche. Et non, ça ne marche pas comme ça. Le problème, c'est que qui peut faire quoi? Gbagbo peut faire. Tidjane Thiam peut faire. Guillaume Soro, dans l'état actuel des choses, c'est vrai, Guillaume Soro, c'était le mélangeur professionnel. Il a mélangé tous les politiciens en Côte d'Ivoire. Hier Gbagbo, aujourd'hui Alassane Ouattara. Bon, un type comme ça, pour finir, les gens se disent, mais il va nous amener où si on lui confie le pays? Mais il y a des gens qui ont la suite dans les idées et qui peuvent amener quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ils sont où? Ils font quoi? Donc, l'opposition... Tu as dit que Gbagbo avait lancé aussi un appel au rassemblement. Mais si tu crois que si les gens voulaient vraiment en finir avec le pouvoir de Ouattara, qu'est-ce qui les empêchait d'aller rejoindre Gbagbo? Mais ils ne sont pas allés. Donc leur problème, ce n'est pas de battre Ouattara. Il y en a même qui veulent servir de béquille à Ouattara dans ces coalitions bizarres. Donc c'est pourquoi moi, quand tu parlais de grandes manœuvres, je n'ai pas vu de grandes manœuvres. J'ai vu des manœuvres opportunistes. C'est ça le problème. Donc, pour vous, l'absence de Gbagbo dans cette coalition est sa plus grande faiblesse, lui, Oui, ben ça doit être forcément une faiblesse parce que vous savez, les gens, dans nos pays en tout cas, travaillent avec les icônes. Vous voyez? Mais cela n'exclut pas non plus qu'il puisse avoir l'émergence d'un leader à la dernière minute, à condition, comme on le dit à l'instant, que la personne soit mue par le besoin de construire une nation et donc qu'il puisse mettre en place une stratégie qui convainc le peuple. Mais là encore faudrait-il que le processus lui-même qu'on est en train de conduire là soit un processus transparent. Vous savez, toute la polémique qu'il y a sur le fichier électoral aujourd'hui, toute la polémique qu'il y a sur l'exclusion des candidats, la non-transparence du processus lui-même, parce que la série elle-même, la manière dont elle est composée, etc., elle est censée être une institution fondamentalement indépendante, à la fois vis-à-vis
de l'administration, je veux dire donc du pouvoir, que des parties prenantes. Mais or, il se trouve que cette CI-là même, elle est une composante avec des représentants du pouvoir, des ministres de l'Intérieur, etc., etc. Donc cet attelage-là montre carrément que tout ce qui s'active aujourd'hui dans le processus électoral ivoirien lutte forcément pour quelque chose de partisan. Et c'est ce qui malheureusement nous attriste parce que en réalité, tout le travail qui se fait au sommet de l'État doit viser le bien commun. Vous voyez? Donc, quand on est dans ce genre de calcul-là, malheureusement, c'est le plus fort qui va finir par l'emporter ou celui-là qui se montrera le plus malhonnête et qui aura eu donc, les moyens justement de sa politique qui va finir par triompher. Cela, malheureusement, ne peut pas être mis au profit de la population parce que qu'est-ce que le peuple veut? Si ce n'est d'avoir un dirigeant qui se préoccupe véritablement de sa vie, de ses conditions d'existence, de ses conditions qui lui permettent justement de s'épanouir, de s'activer et de contribuer au processus de création de la richesse nationale. Aujourd'hui, tous nos États, malheureusement, agissent, en tout cas les dirigeants agissent comme si on était dans des États providentiels, où c'est le dirigeant qui crée la richesse et qu'il partage à la population. C'est tout l'inverse qui est vrai. Parce qu'en fait, c'est avec le labeur du peuple que le dirigeant est dirigeant, qu'il a les moyens justement d'activer la vie du pays et donc de souverain, etc., aux charges régaliennes de l'État. Donc, ne pas composer avec le pays, le peuple est une faillite grave. Et je pense que c'est tout le contraire qu'on est en train d'observer dans les pays de l'AES, où les dirigeants ont compris qu'il faut forcément chercher la complicité du peuple. Une fois que le peuple adhère à la vision du leader, celui-ci n'a plus d'effort à consentir parce que tous comprennent ce qu'ils doivent faire pour créer la richesse. Et maintenant, l'État requiert les redistribuer de façon équitable et tout le monde est à l'aise. Vous voyez? Donc, dans notre État-là, avec le système qu'on a, où finalement on prend le pouvoir comme il fait en soi, et une fois qu'on y est, on fait tout pour abattre les adversaires politiques qui sont susceptibles d'y accéder. Et donc, on prend les broutilles pour faire le folklore d'élection, etc., etc. Dans un tel contexte, je ne m'attends pas à ce qu'on puisse faire des prouesses extraordinaires qui pourraient donner lieu à un espoir pour le peuple. Bon, ben, pour revenir sur cette coalition de l'opposition, la coalition pour l'alternance en Côte d'Ivoire, une de ses figures de proue, c'est sans doute Tidjane Thiam, bon, qui n'a pas encore toutes les cartes pour jouer cette élection présidentielle. Mais il y a un boubou qu'on tente de coudre hein. À sa taille. On dit qu'il est le candidat de la France, qu'il est un pion de la France. Est-ce que est-ce que c'est un débat sain, cette catégorisation des candidats? À une certaine époque, être candidat de la France, c'est positif, c'est favorable. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le même schéma. Un candidat de la France, ça veut dire que tu es cramé d'avance. Il faut laisser de côté les salons feutrés des ambassades, des palais présidentiels, des palais ministériels. Il faut laisser ça de côté. Oui, mais qu'est-ce que les gens appellent candidat de la France? Mais candidat de la France, selon des rumeurs que je n'ai pas vérifiées, bon, la France ferait des pressions sur Ouattara pour que Tidjane Thiam soit candidat. Ça déjà, c'est une erreur. Oui, mais le président Ouattara a été longtemps considéré comme l'homme de la France. Si ça n'est ainsi, est-ce qu'on aurait besoin de faire pression sur lui pour qu'il choisisse un candidat de la France? C'est le président Ouattara qui se considérait comme l'homme de la France. C'est pourquoi il proclamait être ami de Macron. Macron, au moins, est un homme franc et sincère, travaillant pour le bonheur de son peuple. Il a dit, moi, je n'ai pas d'amis, entendu, je n'ai que des intérêts. Donc, aujourd'hui, si, disons, la France, les politiciens français se rendent compte que, bon, personne ne se refait, hein, le papa Ouattara, bon, peut-être il mérite un bon repos, et qu'on devait mettre quelqu'un là-bas qui peut mieux défendre nos intérêts. Et on se dit que le quelqu'un n'est autre que le descendant d'Houphouët-Boigny. C'est-à-dire que le plus grand serviteur de la France en Afrique depuis les temps immémoriaux. Mais on demande à Ouattara, mon ami, laisse la chaise, c'est tout. La France n'a pas d'amis. La France a des intérêts qu'elle défend. Et si par aventure, c'est Tidjane Thiam qui défend mieux les intérêts, on le met. Moi, je ne suis pas dans les histoires de candidats de la France. Ça même, c'est une insulte pour les Ivoiriens que la France est son candidat. Et où est maintenant le candidat du peuple ivoirien?
le candidat du peuple ivoirien, comme je te dis, c'est lui que nous cherchons aujourd'hui. C'est le candidat du peuple ivoirien que nous cherchons. Qu'est-ce que le peuple ivoirien pense? Qui le peuple ivoirien croit qu'il est porteur de ses espoirs, qu'il est porteur des solutions à ses souffrances, passées et présentes et à venir. C'est ce que nous cherchons. Tidjane Thiam, tu as fait ses éloges ici, hein, qu'il a quel profil, non. Aujourd'hui en Afrique, si tu veux être un bon dirigeant, il vaut mieux même avoir fait maximum CM2 BPC. C'est mieux pour toi. Parce que, oui, CM2 BPC en Afrique, tu sais lire et écrire, ça suffit largement pour être un bon président en Afrique parce que tu es dans le peuple. C'est-à-dire que tu es à un niveau où tu ne peux raisonner qu'en regardant le peuple. Maintenant, les gens qui sont passés par les grandes écoles, les grandes banques qui ont fait des miracles, mais en Côte d'Ivoire, là-bas même, il y a l'exemple, le contre-exemple. On a fait les grandes banques, les grandes institutions, on promet des miracles économiques. Hein, et c'est comme de l'autre côté, le Mozart de la finance, et le pays tombe dans un gouffre. Ici aussi, on avait un Mozart ou un Beethoven de la finance, ben, le pays est aussi dans la dette. Donc il faut laisser tout ça là. Moi, je préfère un homme niveau BPC, maximum bac, il devient président. Il connaît les problèmes du pays, puisqu'il les vit. Lui aussi, il est dedans, hein, le bachelier ou le breveté. Donc, peut-être on peut vous donner raison avec l'autre dont on dit qu'il a eu un bac plus 1,5, ben, qui fait des merveilles dans son pays. Suivez mon regard. Voilà, donc, bon. Vers l'est. Bon, écoutez, moi, vers où? Ah, oh, ok. Parce que, justement, il y a un téléspectateur qui renvoie finalement tout le monde dos à dos. Ben, il nous écrit sur YouTube, il dit Thiam le français, Billon le français, Ouattara le français, Gbagbo le français, voilà. Oufouette le français, tous des français. Voilà, donc bon, justement, finalement, je pense que la question que vous avez posée, elle est pertinente, d'autant plus que vous dites, est-ce que c'est un débat sain? Qui qualifie Thiam aujourd'hui de candidat de la France? Ben, ce sont ses adversaires politiques, on est d'accord? Thiam lui-même m'a donné une réponse. Lorsqu'il il avait été débarqué par le président Bédié pour être à la tête du Bénet, aujourd'hui Bénet, la structure pour les grands travaux, mais il a fait licencier sur 150 Français, 140 Français. Et donc il avait été approché à l'époque par l'ambassadeur de France. Il dit, mais est-ce que tu es anti-français? Il dit, non, mais je suis pro-Côte d'Ivoire. C'est dans ses propres réponses. Et à plusieurs reprises, il a donné la preuve qu'en fait, au-delà de ce que son intelligence lui a permis d'accéder à des sphères très élevées de la finance, des assurances, etc., il reste profondément un être humain. En réalité, au-delà de ces questions de diplôme et tout, ce qu'on recherche chez le leader, c'est ses qualités humaines. Est-ce que vous avez de l'empathie pour autrui? Est-ce que vous avez de la vision pour votre pays? Est-ce que vous avez une fibre patriotique suffisamment développée? Est-ce que vous avez envie d'épanouir autrui, tout simplement? Parce que notre raison d'être en tant qu'être humain, social et sociable, c'est de pouvoir travailler au service des autres. Vous voyez? Il me semble que dans la posture de Thiam, pour qu'il puisse s'élever à cette échelle-là, il a fallu qu'il affirme ces genres de qualités-là. Et même dans son discours, on sent que c'est un monsieur qui n'a pas émergé au hasard. Ce n'est pas parce qu'il a une intelligence purement académique, mais il a une intelligence des situations, il a une intelligence d'être humain tout simplement. C'est ce qui nous manque dans notre type de leadership ici, où lorsque vous élisez un dirigeant, il s'emmure tout simplement, il s'acoquine avec quelques individus et il s'accapare de tous les biens du pays. Or, lorsque vous accaparez de tous les biens du pays pour en jouir, cela veut dire que vous n'avez pas l'empathie pour le peuple, que vous n'avez pas de vision pour votre pays, que vous n'avez pas envie d'épanouir les citoyens. Parce que justement, quand vous vous inscrivez dans une logique de règne, vous ne pouvez pas épanouir le peuple. Puisqu'un peuple épanoui ne peut pas accepter justement avaler les couleuvres. Vous voyez? Donc, ça veut dire tout simplement que ce dont nous avons besoin en Afrique ici, c'est des dirigeants qui ont le sens de l'humain. Quand on dit de quelqu'un qu'il est humain, c'est qu'il comprend qu'il doit travailler pour l'intérêt de l'être humain et préserver les avantages liés à notre humanité. C'est ce qui manque vraiment à nos dirigeants ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes très attentifs à ce qui se fait dans les pays du Sahel. Quand vous prenez l'exemple type de quelqu'un comme Ibrahim Traoré, en réalité, c'est vrai, à l'école, il a toujours été major, mais est-ce qu'il a un parcours extraordinaire sur les bancs de l'école? Non. Est-ce qu'il a fait la science politique, etc.? Non. Mais vous voyez les prouesses qu'il est en train de faire au Burkina Faso.
où chaque jour, lorsqu'on parle de lui, c'est qu'on parle d'une œuvre qui profite à l'ensemble du peuple. Voilà ce dont nous avons besoin en Afrique. Et en cela, effectivement, on n'a pas besoin d'un diplôme extraordinaire. Qui ont des diplômes sur la vie communautaire, sur la vie sociale, sur les règles du vivre ensemble et ce qui permet à nos communautés de préserver leur acquis civilisationnel, leurs acquis culturels, leurs acquis identitaires. Voilà ce dont nous avons besoin. Pardon. Excellence. Je disais qu'en Afrique, un homme trop diplômé au pouvoir est un danger pour son pays. Je te donne seulement l'exemple de Lissouba, qu'on appelait le professeur des professeurs. Si le diplôme et les études académiques américaines et européennes servaient à quelque chose, Lissouba serait encore président du Congo. Lissouba du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. Donc, il serait en mettre toutes les cartes pour travailler, pour rendre le peuple congolais heureux. Non. Aussi professeur des professeurs qu'il était, je ne sais pas, il s'était entouré de quelques mafieux, dont une femme devenue célèbre, hein, Christine Mounari, où elle s'appelait comment. Mais ils l'ont foutu dans la merde jusqu'au cou. On vient lui dire, ah, tu sais, Sassou Nguesso est revenu, il est chez lui à une pila, il n'est pas défendu, tu envoies les chars, on le prend et puis ton chemin est dégagé pour 100 ans. Alors que Sassou Nguesso, lui, il avait préparé ses chars, il l'attendait. On se demande même si ce n'est pas un envoyé de Sassou Nguesso qui est allé le convaincre de faire cette bêtise. Il a fait, il est tombé. Donc, on doit, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pourquoi moi je retiens le nom de Jean-Louis Billon? Je ne le connais pas, je le vois dans des photos. C'est vrai, il n'a pas une mine très africaine, mais tout le monde sait en Côte d'Ivoire qu'à part l'État, c'est le deuxième employeur du pays. Alors, à partir du moment où quelqu'un donne à manger, à boire, éduque, soigne, fait soigner des milliers ou des millions de personnes dans un pays, pour moi, il est déjà un président de la République. Et on ne ferait que le confirmer. Mais malheureusement, on a confié le pouvoir de la même manière à un autre homme d'affaires, croyant que comme il est déjà riche, ben, il va travailler pour le peuple. Mais aujourd'hui, il est tout simplement en train d'écrémer le peuple. Hein, et on voit qu'on avait fait un mauvais calcul.